Monsieur Hervé Assamatsika, bonjour et merci d'avoir fait un long périple pour participer à cette émission puisque vous arrivez de Kinshasa. Vous venez du Congo d'en face, le Congo B, et vous vivez aux États-Unis. Autant dire que vous êtes un citoyen du monde. Bonjour Madame Christine Holzbauer et merci à vous et ainsi qu'à toute l'équipe de Mon Heure d'Afrique de me recevoir. Alors merci également d'avoir accepté l'invitation de Mon Heure d'Afrique pour parler d'un sujet pas facile mais crucial pour appréhender l'avenir de l'humanité puisqu'il s'agit des migrations. Et plus particulièrement les migrations africaines dont vous êtes devenu un expert puisque vous venez de publier une trilogie sur quelques 900 pages, je crois, intitulée « Lumineuse Afrique » sur la contribution socioculturelle et économique de l'Afrique aux Amériques et au reste du monde. Et le sujet de cette émission, c'est de savoir si, d'un point de vue africain, ces migrations qui, contrairement aux idées reçues, se passent essentiellement sur le continent, sont une chance ou un fléau. Alors, je vous pose la question, les migrations africaines, même si dans la réalité ce n'est pas aussi dichotomique, sont-elles une chance ou un fléau selon vous? C'est un sujet très important, comme vous venez de le rappeler, et très difficile et complexe à la fois. Pourquoi? Parce que l'on parle beaucoup de migration africaine, en donnant l'impression que ces migrations sont orientées vers les pays occidentaux. Et quand on regarde les statistiques, malheureusement, ce n'est pas vrai du tout. L'essentiel des migrations africaines se font à l'intérieur du continent. Et elles ne représentent au total que 3,9% de la population mondiale. Des chiffres très, très, très faibles, bien que naturellement, l'incidence de ces migrations est peut-être ressentie à un niveau important ou alors est très médiatisée. Maintenant, quant à savoir si c'est un fléau ou une chance, écoutez, tout dépend de quel point de vue on se place. Exactement. Et je crois que le monde est ce qu'il est aujourd'hui grâce aux migrations. Je connais très peu de pays, pour ne pas dire aucun, dans le monde qui n'ait connu une migration, qui n'ait ni de personnes qui aient émigré, ni de personnes qui aient immigré, en y apportant naturellement des aptitudes. À mon sens, il n'y a pas de réponse positive ni négative. Il faut se placer dans chaque cas, étudier ce que l'immigration y a apporté. Tout d'abord, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on parle un petit peu plus de vous et que je puisse vous présenter à mon audience. Vous êtes titulaire d'un MBA en finance de la prestigieuse Wharton Business School de l'Université de Pennsylvanie. Donc, vous avez fait vos études aux États-Unis. Vous êtes administrateur indépendant du groupe Ecobank, conseiller stratégique de la société de conseil financier, la SFI, PDG de la société de capital investissement et de conseil stratégique Equaria Capital. Et auparavant, vous avez passé 25 ans dans le groupe de la Banque mondiale, y compris au sein de la SFI, sa branche secteur privé, en occupant des postes stratégiques dans le financement des entreprises, des projets d'infrastructure, des mines, du gaz, du pétrole, ainsi que des partenariats publics-privés en général. Autant dire que vous êtes un banquier chevronné et un financier international de haut vol. Alors, vous, comment vous vous considérez ? Est-ce que vous diriez que vous êtes un migrant qui a réussi, par exemple? Alors, une petite chose avant de vous répondre. Je crois qu'il y a eu un petit laïus tout à l'heure. Je suis conseiller stratégique du groupe Finactu. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai travaillé naturellement pour la SFI. Cette précision apportée, vous me demandez si je considère que je suis un migrant qui a réussi. Vous savez, la réussite a plusieurs définitions. Et moi, je laisserai plutôt le soin aux autres de juger mon expérience professionnelle, mais ma réussite à moi, elle se situe ailleurs. Si je peux considérer avoir réussi aujourd'hui, je dirais oui dans le sens où la réussite est l'apprentissage. Donc en un mot, je suis né en Afrique, j'ai appris à réfléchir en tant qu'Africain, j'ai étudié un peu plus tard en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique, je pense particulièrement à l'Europe, où j'ai peut-être appris à organiser ma pensée de manière cartésienne, et ensuite aux États-Unis, où j'ai appris à la communiquer à l'américaine. Ceci fait de vous un être humain, africain dans l'essence, ouvert sur le monde. Voilà ma réponse. Allons d'abord au Sénégal, mon pays d'adoption. Pour un État côtier comme le Sénégal, qui est ouvert sur l'Atlantique avec une forte tradition d'émigration, mais aussi d'immigration, migrer est perçu de façon plus positive que négative. Et ce,
malgré les pertes en vie humaine du fait de l'émigration clandestine sur des bateaux de fortune. C'est un reportage réalisé à Dakar pour Mon Heure d'Afrique par Ney Fatim Sa, journaliste à Intelligence Magazine. On regarde. Les migrations irrégulières sont une plaie contre laquelle se battent les autorités, mais au vu des réalisations dans le pays par des Sénégalais établis à l'étranger, les pertes en vies humaines sont hélas reléguées à la rubrique pertes et profits. Cette marieuse dans le quartier de Yoff à Dakar a 2 de ses fils qui ont émigré en France. Leur situation aujourd'hui est bien meilleure que lorsqu'ils étaient au pays. Mes fils sont des pêcheurs. Ils n'arrivaient même plus à gagner de quoi subvenir à leurs besoins. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de tenter l'aventure en France. Et depuis lors, nous rendons grâce à Dieu. Tous les Sénégalais ne migrent pas que pour des raisons économiques. Certains sont à la recherche d'un meilleur enseignement ou veulent se former dans des universités étrangères. Moustapha Sen est ingénieur en eau et assainissement. Il développe au Sénégal et dans la sous-région un système de toilettes intelligentes. Son savoir-faire, il l'a acquis à travers des formations au Burkina Faso et au Japon. Au-delà de la formation très solide que nous avons reçue dans le secteur de l'eau et l'assainissement, cela m'a permis de connaître l'état de l'art, de la technologie, une meilleure connaissance du développement de l'industrie de l'eau et de l'assainissement. Ça m'a permis de développer mon réseau au niveau international. Le Sénégal n'est pas qu'un pays de départ de migrants. Il est aussi une terre d'accueil traditionnelle de populations d'origines diverses. Ces universités publiques comme privées accueillent beaucoup d'étudiants étrangers. Le Sénégal a été un pays d'accueil de réfugiés politiques qui venaient même de Haïti, de la sous-région, du Mali, de la Guinée, partout où il y avait les dictatures militaires, où les gens ne pouvaient pas s'exprimer, ils venaient ici. Des Rwandais, réfugiés politiques ici, des Mauritaniens, j'en ai connu beaucoup à la Rado. Ça, c'est une très bonne chose. Mais en même temps aussi, vous avez des gens qui viennent ici, qui tombent amoureux de Dakar et qui restent. Compte tenu de l'importance des migrations pour la survie, mais aussi le rayonnement du Sénégal, les gouvernements qui se sont succédés depuis 1960 ont tous cherché à les incorporer pour faire décoller le pays. De nombreux projets de promotion de l'emploi des migrants, d'amélioration de la gestion de la main-d'œuvre et de mise en œuvre d'un système efficace de gestion et de contrôle des Sénégalais vivant à l'étranger ont ainsi vu le jour. Sans compter les flux de population qui entrent et sortent librement du pays de la Teranga, une destination particulièrement prisée pour les touristes étrangers. Alors, une réaction à chaud? Bon, écoutez, j'ai été fasciné par ce reportage parce qu'il a la particularité de donner la parole aux populations migrantes. Je crois que le point principal, c'est que c'est un reportage qui nous dit et qui nous montre à travers l'exemple ce que la migration a apporté à des familles sénégalaises, à des individus sénégalais, ainsi qu'à la communauté et à l'État sénégalais. J'aime beaucoup cette approche qui part de l'individu, traverse les communautés, pour ensuite avoir une vue panoramique au niveau national, ce qui sous-tend des décisions administratives, des organisations d'État pour faire face à cette situation. Alors, parmi les chances, bien évidemment, il y a aussi les fameux transferts d'argent. Alors là, je m'adresse aux banquiers que vous êtes. Ces transferts d'argent, c'est un mythe ou une réalité? Puisqu'il paraît qu'on n'arrive pas à les faire fructifier pour développer les pays. Ça sert juste à nourrir les familles. Écoutez, je crois que la réflexion et l'organisation des financements d'État ne sont pas la même chose que des financements en particulier. Je crois qu'il ne faut pas que les gens confondent l'organisation des choses. Naturellement, quand on regarde les chiffres, on se dit que ces transferts monétaires sont devenus très importants au niveau des pays en développement, à travers le monde d'ailleurs,
et essentiellement en Afrique. Je crois que ça doit être au total près de 800 milliards de dollars sont transférés chaque année. Et les Sénégalais et sont... dans cette partie, l'Afrique recouvre pratiquement la moitié. Et lorsque l'on regarde ces 400 milliards de dollars au niveau des pays africains, le Sénégal, je crois qu'il arrive presque en tête. Il y a le Sénégal, le Nigeria et l'Égypte qui sont les 3 pays qui reçoivent le plus de subsides. Donc on peut se dire que la manne est importante. Mais maintenant, pour parler d'investissement, et si cette somme au total est plus importante que l'aide publique au développement, ce n'est pas la même chose. À la limite, il faudrait presque recueillir cet argent en tant qu'État et ensuite l'orienter vers d'abord le financement des infrastructures et ensuite peut-être les biens de consommation ou l'accès aux services pour les populations. Donc c'est un peu plus compliqué que cela. Oui, et je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs tentatives. Moi, j'ai couvert ça en tant que journaliste et que les familles résistent parce que véritablement, c'est de l'argent qui leur sert à vivre, à mettre les enfants à l'école, à se nourrir. Voilà, elles ne sont pas peut-être forcément très, comment dirais-je, favorables à ce qu'elle soit captée, cette manne. En fait, la question n'est pas forcément de la capter. La question est de mettre en place des structures ou des produits financiers, et je vais donner un exemple, qui puissent répondre aux besoins d'investissement de l'État. Donc des institutions financières comme la Banque africaine de développement, par exemple, et d'autres, ont étudié la possibilité de créer ce qu'ils ont appelé des obligations de la diaspora. Ce qui veut dire lever de l'argent auprès de la diaspora pour les États à destination de projets d'infrastructure cette fois-ci. Voyez-vous, si en tant que citoyen, je souhaite envoyer de l'argent à ma grand-mère, naturellement, je ne serais pas très favorable à ce que cette petite enveloppe aille à une autre destination. Mais lorsque, en tant que membre de la diaspora, je sais que mon État lève de l'argent pour construire un barrage, un pont ou une route, et que je verse mon argent à dessein, c'est une toute autre chose. Donc voilà, il faut concevoir des produits adaptés. Alors, rapidement, un des deuxièmes points qui était soulevé, c'était les emplois laissés vacants par les Sénégalais eux-mêmes, puisque au fur et à mesure que les États se développent, les populations, enfin en tout cas les étudiants se perfectionnent, et ces emplois vacants sont souvent occupés par d'autres populations venues des États voisins, la Guinée, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ou c'est un processus normal de développement? C'est un phénomène qui se trouve partout. Et quand je regarde l'évolution des pays européens dans les années 70, il y a fort à parier, pour ceux qui se souviennent encore, que de nombreux, s'agissant de la France, de nombreux pays voisins accordaient à la France de la main-d'œuvre pour un certain nombre de services. Donc c'est une chose naturelle. Les Portugais venaient travailler en France, les Tchécoslovaques ou les Tchèques de l'époque allaient travailler en Allemagne, etc. etc. Je vous emmène maintenant au Niger, près d'Agadez, plus exactement, tout le contraire du Sénégal. Le pays est enclavé, le Niger souffre de l'instabilité sécuritaire dans la région du Sahel, avec tous les impacts négatifs qui en découlent pour les migrants, surtout ceux qui sont en situation régulière. C'est un reportage de l'envoyé spécial de la radio-télévision du Niger, Abdoulaye Tiemogo, que nous remercions pour nous avoir autorisé la rediffusion de son reportage pour Mon Heure d'Afrique. Il s'est récemment rendu sous escorte militaire dans le village de Assamaka, à la frontière avec l'Algérie, où se produisent régulièrement des refoulements de migrants de toute la sous-région. On regarde. Village situé à plus de 1400 km de Niamey, Assamaka est aux portes de l'Algérie, plus précisément à une trentaine de kilomètres de Ingezam, la première ville frontalière de l'Algérie. Un village où les migrants qui y vivent sont plus nombreux que la population locale. Un village qui accueille des milliers et des milliers de migrants qui sont refoulés d'Algérie. Des migrants subsahariens pour la plupart. Ces migrants africains, selon des témoignages poignants et recueillis sur place, vivent un calvaire inimaginable en Algérie. Je suis nationalité guinéenne. Nous les migrants, même ici, comment ils traitent les gens. Les tamaracètes algériens, ils ne sont pas honnêtes. Parce que d'un Sindé, premier, dès aussi on arrive là-bas, on retire l'argent, on retire le téléphone. On retire tout, on laisse les personnes encore. Je suis sénégalais, il y a 28 ans. C'est qui nous frappent, c'est qui prennent nos portables et tout. Voilà. Ce sont des Algériens? Si, il y a deux parties. Un parti algérien, l'autre là où c'est les Blacks, c'est les Lafis de l'Ouest.
Ils sont là-bas avec les couteaux et tout, voilà. Parce que c'est les Kepso qui nous vendent. J'ai pu le Bénin. Donc j'ai passé à peine 4 mois en Algérie. Je suis arrivé là-bas le 6 novembre. Ils ont arraché nos téléphones avec les sous qui étaient là. Ils ont tapé les hommes qui étaient mariés, ils ont tout ramassé. Je demande à notre cher président et les autorités communales ou départementaux de venir à notre aide. Nous souffrons ici. Je n'ai pas aussi dit que les autorités nigériennes ne font pas de leur effort pour nous fournir la nourriture. Mais c'est entre nous, on ne s'entend pas. Au regard de ce drame qui se joue dans une partie du continent africain, le Niger se voit obligé de faire face à cette situation à son corps défendant en apportant une assistance précieuse aux migrants refoulés d'Algérie à travers les services de l'État basés à Assamaka. L'autre question est comment comprendre qu'en dépit de cette assistance fournie par notre pays pour venir en aide aux migrants refoulés d'Algérie, que certains pays membres de la CEDEAO, dont les ressortissants parfois plus nombreux, vivent l'enfer sur terre, s'évertuent à adopter un comportement inamical et indécent vis-à-vis du Niger. Bon, alors, vous l'avez compris, c'est un reportage à charge contre l'Algérie notamment, mais aussi contre un certain nombre de pratiques dans le Sahel. Votre réaction à chaud? Écoutez, madame, c'est un reportage très émouvant. Et moi, je vais surtout me focaliser sur l'aspect humain de ce que nous voyons. C'est un drame humain. Et c'est un drame humain qui nous interpelle à plusieurs titres. Et je pense que c'est la dimension essentielle, et c'est la première dimension. Naturellement, dans le contexte du Niger et de la CEDEAO aujourd'hui, on peut parler de charges, on peut parler de différences d'appréciation et de points de vue politiques. Mais en tant qu'humain, j'aimerais plutôt qu'on s'élève. On s'élève et que l'on réalise le drame que vivent toutes ces populations, quelles que soient leurs origines. Et que ce que nous avons vu appelle, à mon sens, une réflexion profonde sur la nature des motivations qui poussent les populations vers cet exode. Alors, c'est la question que j'allais vous poser également. Le Niger subit tout seul donc le poids et le coût budgétaire de venir en aide à tous ces réfugiés, populations déplacées. Il faudrait davantage l'aider, je suis entièrement d'accord avec vous, mais qui doit payer pour ça? Au-delà de l'argent, il y a des structures, il y a des moyens à mettre en œuvre, il y a du transport et logistique déjà pour faire circuler les personnes, il faut les soigner, il faut beaucoup de choses. Donc en fait, je pense qu'il faut prendre la mesure des maux qui sont ressentis par ces populations et y attacher les moyens. Mais les moyens doivent venir de tous les États. Tous les États, dont les ressortissants sont présents parmi ces populations, mais au-delà, il y a une organisation régionale qui est la CEDEAO, bien que l'épisode que nous vivons peut montrer des dysfonctionnements, mais il y a donc il y a les nations, il y a les organisations régionales, et ensuite il y a l'organisation régionale, c'est-à-dire l'organisation, l'Union africaine, et même au-delà. Donc si je vous comprends bien, il faut que l'Afrique se donne les moyens de s'occuper de ces réfugiés et de ces migrants. Il faut que l'Afrique en premier le fasse, et naturellement, éventuellement, aider, assister par d'autres. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, mais cela doit commencer par l'Afrique, absolument. Enfin, je vous emmène en Afrique du Sud. Comme chacun sait, c'est le pays le plus développé du continent et forcément, la nation arc-en-ciel attire tous les migrants des alentours. Et aussi, elle a attiré beaucoup d'étrangers par le passé. Les pays qui migrent le plus pour des raisons économiques vers l'Afrique du Sud, ce sont les pays voisins, le Zimbabwe, le Lesotho et le Mozambique, selon une récente étude. Or, à l'instar de ce qui se passe en Occident, les migrants sont de plus en plus ostracisés et encore plus à l'occasion donc des élections générales du 29 mai. C'est un reportage réalisé pour Bonheur d'Afrique à Johannesburg par Yolissa Njamela Zikali de Z News. On regarde.
Insecurity, a quest for enhanced economic opportunities, and drought are some of the push factors that motivate migrants seeking better opportunities to undertake risky migratory routes to Gauteng province, South Africa's economic hub. The Migration Profile Report for South Africa, a Country Profile 2023, tracked migration and emigration data. It revealed that the highest percentage of migrants coming to South Africa enter for work purposes, followed by students looking for better education, and followed by refugee seekers. A bulk of migrants come from neighboring Zimbabwe. We are treated well by South Africans, who are actually friends with the South Africans because there are organizations and other South Africans that assist the migrants. So there are those that will assist. They also understand the push factors why migrants are leaving their countries to South Africa. Some migrants experience xenophobia, including negative social attitudes, discrimination, and at times violence. At the last general election that took place on May 29th, illegal immigration became a highly charged political issue, with politicians using it as a campaigning tool. Like with what's happening in America, what's happening in Europe, what's happening in Australia, that migrants are scapegoated for all the ills that take place in the country. If there's serious economic challenges and unemployment, then we blame foreign nationals in our context. And what that has done then is fueled violence in our communities against foreign nationals. We saw the 2000. Meanwhile, the South African cabinet has recently approved a white paper overhauling the country's immigration laws. The government believes that some international agreements on immigration that South Africa is a signatory to, such as the UN Refugee Convention, are open to misuse. It looks like we promised everything, that will be able to provide everything. And when we fail, people read it as xenophobia. What we are saying is that we need to press the reset button. We've looked at all the laws in that area which we passed since the advent of democracy and found lots and lots of gaps, weaknesses, and mistakes. South Africa remains a promised land for migrants, as the country always ensures that they are integrated in communities and not in isolated camps. Alors, une réaction? Oui, la même, toujours humaine, et je vais m'appesantir sur la difficulté. L'Afrique du Sud, ces derniers temps, depuis pratiquement la fin de l'année 2022, suite à la Covid, a connu une crise énergétique la plus importante de son histoire. Donc, cette crise énergétique du moins s'est traduite par une crise économique. Il y a des centrales électriques qui ont été fermées parce qu'elles sont polluantes, entre guillemets. Donc, la volonté de l'État sud-africain de créer des sources d'énergie plus renouvelables et plus vertes a causé un certain nombre de difficultés économiques. Et dans ce contexte, malheureusement, les politiciens, à la veille de ces élections auxquelles nous venons d'assister, ont dirigé un tout petit peu le propre sur les étrangers. Et c'est très dommage parce que cela a créé des situations très tendues, des exactions contre des populations étrangères. Mais lorsque vous regardez ces populations étrangères, et c'est mon deuxième point, c'est le poids de l'histoire. On a parlé de Zimbabwe, hein, on a parlé de pays environnants, mais lorsqu'on regarde l'histoire de l'Afrique du Sud, ces pays, c'est les pays, ce qu'on appelait avant des pays de la zone de front, ont été de grands acteurs dans le soutien aux politiciens et à la République sud-africaine pour qu'elle se libère. Donc, ils ne sont pas payés en retour. Non, ça veut dire que des relations de proximité et presque familiales se sont tissées entre ces communautés. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'immigrants vers l'Afrique du Sud. Au-delà du niveau économique de l'Afrique du Sud, il y a derrière cela des relations tissées pendant de très longues années de soutien de certaines communautés de ces pays vers l'Afrique du Sud. Nous arrivons maintenant à la fin de cette première partie.
Mais si vous voulez en savoir davantage sur l'impact des migrations africaines dans le monde, surtout, restez à l'écoute. Nous voilà revenus avec notre invité africain de marque, le banquier et financier international Hervé Assat-Matika. Au menu de cette deuxième partie, les migrations africaines vues par 3 experts occidentaux à qui j'ai demandé de vous challenger. Mais là encore, l'essentiel est que le point de vue africain, trop souvent occulté, vous y faisiez allusion, soit entendu. Cela vous convient-il? Je crois que ça peut aller. Mais avant, revenons sur votre trilogie de quelques 900 pages intitulée « Lumineuse Afrique », un titre que je trouve absolument merveilleux. Pouvez-vous nous en donner la genèse, car c'est une sacrée entreprise que de s'être lancé ainsi sur les routes historiques de l'esclavage, Graines d'ébène, le premier tome, et dans la tête des esclaves débarqués dans les Amériques du Nord et du Sud, pour finalement conduire à la renaissance africaine à cause aussi et malgré ce brassage dû à l'esclavage. On va commencer par le titre déjà, je crois. Pourquoi Lumineuse Afrique? Parce que pendant très longtemps, et je pense encore aujourd'hui, l'Afrique a été décrite comme un continent sombre. Je pense déjà aux écrits de Joseph Conrad dans les années 50, où il écrivait en décrivant l'obscurité de ce continent, qui est encore aujourd'hui dépeint comme un continent difficile, où il y a la famille, les maladies, la tristesse et tout ce qui s'ensuit. Mais les temps modernes, au moins pour ne parler que de cela, montrent qu'il y a en Afrique des réussites, qu'il y a en Afrique de belles choses qui sont lumineuses. Je vais écrire ce livre. J'ai des enfants qui sont nés de parents africains aux Amériques. Et ils se demandaient, lorsque nous sommes rendus dans 2 villes, ayant une population noire très forte, à savoir Philadelphie et Atlanta, ils pensaient que les personnes que nous rencontrions étaient des Africains, même des Congolais, puisque nous sommes d'origine congolaise. Et ils m'ont dit, mais papa, ce sont des Congolais? Je dis, non, non. Alors quoi? Ce sont des Africains? Non, pas exactement. On les appelle des Africains américains. Donc je me suis retrouvé en situation de leur expliquer ce que c'était que l'esclavage, ce qui s'était passé, et pourquoi donc il y a eu cette migration de ces Africains vers les Amériques. L'année suivante, nous sommes rendus en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas nous rendre au Congo, et là, de la même manière, ils pensaient être en face de Congolais, en pleine Côte d'Ivoire, et donc je me suis retrouvé cette fois-ci en situation de leur expliquer la colonisation. Voilà un peu les 2 thèmes qui ont été à la base de l'écriture de ce livre. Je suis revenu sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, au départ des esclaves, et fait tout le cheminement initiatique avec eux pour me rendre compte que de nombreuses littératures, et principalement occidentales, ont parlé de ces hommes et de ces femmes qui ont traversé, qui ont été contraints même, je dirais, de traverser l'océan Atlantique comme des marchandises, mais sans souligner que c'était des personnes entières et qui ont voyagé avec des connaissances, avec des aptitudes. C'était des fermiers, c'était des médecins, des agriculteurs, etc., mais également des tantes, des oncles, des princes de certaines communautés. Donc ces aspects sont très importants. Alors si vous me permettez une question qui me taraude depuis très longtemps et qui vient d'un de mes amis journalistes africains, la question consiste à dire, s'il n'y avait pas eu l'esclavage, il n'y aurait pas eu le capitalisme. S'il n'y avait pas eu cette main-d'œuvre maniable et corvéable à souhait, bien sûr pas payée, voire maltraitée, alors ça c'est le côté sombre, sans cela, le capitalisme n'aurait pas pu émerger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Je ne sais pas ce que serait devenu le capitalisme sans l'esclavage, mais je peux vous dire pour sûr que l'esclavage tel qu'il a été organisé a fourni une main-d'œuvre gratuite et corvéable à merci pour des industries dans les pays d'accueil pour ces
ces esclaves. Donc en fait, les esclaves africains sont responsables du capitalisme d'une certaine façon. Non, je ne serais pas d'accord avec vous. Ils ont peut-être contribué de force. Ils ont été forcés, ils ont été la force qui a permis certainement au capitalisme de se développer, mais il fallait que des gens aient conçu le capitalisme, il fallait que des gens aient mis en place les structures nécessaires pour s'approprier ou avoir accès à une main-d'œuvre gratuite et la faire travailler de cette manière. Peut-être qu'ils auraient pu travailler différemment, n'est-ce pas? Et peut-être que le capitalisme tel qu'on le voit aujourd'hui, il fonctionne bien avec des gens qui travaillent, qui sont rémunérés et qui ne vivent pas une condition inhumaine. Alors, ce qui m'amène à la question de mon premier expert. Il s'appelle Mathieu Borderon, il est géographe à l'IGN, l'Institut national de géographie et de foresterie. Il vous challenge sur les conséquences du réchauffement climatique pour l'Afrique. On l'écoute. Tout d'abord, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir échanger avec vous, notamment suite à la lecture de votre trilogie « Lumineuse Afrique », qui, il faut le dire, est un formidable voyage à travers les contributions globales que votre continent a toujours offert au monde. C'était important de le marteler, donc bravo à vous. Néanmoins, et comme le montre mon roman, Le traité de Faro, l'Afrique est traversée par de multiples écueils. En effet, nous savons que lorsque nous dépasserons les 2 degrés d'augmentation de la température planétaire, pourtant recommandée par les experts du GIEC, l'entièreté de l'habitabilité de l'Afrique ne pourra plus être assurée pour bon nombre de populations qui y vivent. Alors ce réchauffement climatique, dont on mesure déjà pleinement les conséquences, rendra par ici les terres trop chaudes, par là inondera les sols d'eau salée, les rendant infertiles. Et alors, de ce cadre très sombre, comment l'Afrique, avec les interdépendances géopolitiques que l'on connaît et ses aspirations légitimes au progrès et à son émancipation économique, peut-elle et va-t-elle réussir à gérer le déplacement de plusieurs centaines de millions de personnes à l'intérieur de son propre espace? Voilà, Monsieur Assa, c'est la question que je vous pose et je vous en remercie d'y répondre. Alors, les fameux réfugiés climatiques, on en a déjà autour du lac Tchad. Beaucoup, il y en a beaucoup ailleurs en Afrique, enfin dans le Sahel, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est un danger important qui va susciter de très nombreuses migrations? Bien. Mais écoutez, je crois qu'il faut prendre le problème dans son entièreté. Si on parle de réchauffement climatique, il faut en parler au niveau mondial. Et nous viendrons naturellement sur ses conséquences sur les populations africaines. Une chose importante, et je pense que mon interlocuteur le sait mieux que tout le monde, c'est que le monde s'est développé et s'est industrialisé en utilisant des industries, je dirais, fossiles, et en participant à la création des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ce monde avancé et développé réalise qu'il faut peut-être mettre un frein à ce type de consommation énergétique et s'orienter vers des énergies renouvelables moins polluantes. Et alors, comment ce problème se pose en Afrique? C'est que la plupart des États africains sont en train de se développer. Ils ont besoin, eux, de ces 10, 20, 30 années de travail pour s'industrialiser. C'est pour cela que le problème se pose au niveau mondial. Donc il faut une concertation permanente. Et je suis toutes les réunions de COP 26, 27 et autres qui ont essayé donc de pousser la réflexion pour trouver des solutions à ce problème, à organiser des structures de suivi, mais le bas blesse au niveau du financement. Tout ce que j'ai suivi jusqu'à présent a échoué parce que nous n'avons pas pu, en tant que communauté internationale, lever les ressources nécessaires et les orienter vers l'équilibre énergétique. En un mot, pour être plus prosaïque, il serait important que ceux qui ont le plus pollué paient. L'Afrique ne pollue qu'à 4% de toute la population, de toute la pollution mondiale. Elle pâtit le plus des réchauffements climatiques. Justement. Donc c'est important de rappeler l'organisation mondiale et l'échange mondial et l'origine mondiale de ce problème. De la même manière, lorsque nous allons voir que les Africains pâtissent le plus de ce problème, il faudrait que le reste du monde ait une attention encore plus forte vers l'Afrique
pour l'aider dans un problème qu'elle n'a pas créé. Voilà ma réponse. Mathieu Borderon a écrit Le traité de Faro, qui est un roman dystopique, comme on dit, vous savez, enfin, voilà. Mais les circonstances de l'écriture de ce roman sont absolument extraordinaires, puisqu'il a travaillé 3 ans avec une communauté de migrants maliens à Montreuil, et c'est à la suite des ateliers d'écriture qu'il a fait avec ces migrants que le traité de Faro a pu sortir. Et le traité de Faro, bien sûr, dépeint un monde apocalyptique où la température augmente et les régimes d'extrême droite refoulent les migrants. On peut le remercier, au moins, de tirer la sonnette d'alarme. Même si quelquefois le récit pourrait être apocalyptique, il aura l'avantage de réveiller les consciences et d'organiser les gens pour qu'ils puissent faire face à cette menace. Alors, mon deuxième expert est le président de France Fraternité. Il est juriste de formation et a longtemps présidé de grosses ONG travaillant à la défense des migrants comme Terre d'Asile. On l'écoute. Monsieur Hervé Assa Metsika, bonjour. Vous êtes né au Congo Brazzaville. Le pays voisin, la République démocratique du Congo, est en proie à d'innombrables violences qui ont généré plus de 6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Plus d'1 million sont partis sur les routes de l'exil. Les femmes et les filles sont la cible de violences sexuelles depuis des décennies. Cette Afrique-là a sa part d'ombre, oserais-je dire, que rien ne semble devoir d'ailleurs stopper si je regarde du côté du Soudan, de la Somalie ou encore du Burkina Faso. Pensez-vous, Monsieur Assa, que l'Afrique soit devenue le terrain de jeu d'une nouvelle guerre froide? Et c'est donc dans ce contexte qu'une petite proportion d'exilés en provenance du continent africain arrive jusqu'en Europe, laquelle se crispe de plus en plus sous les coups de boutoir des discours populistes et mensongers, à tel point que 15 pays européens viennent de publier une lettre commune à Bruxelles demandant le traitement des demandes d'asile dans des pays tiers, quitte à payer ces pays tiers. C'est là une rupture fondamentale avec l'ordre et le droit international tel qu'imaginé en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Comment analysez-vous ce moment de bascule? Bon, alors on va revenir à cette deuxième question plus en détail, mais d'abord répondez s'il vous plaît sur la part sombre de l'Afrique qui forcément crée des réfugiés politiques. Il faisait allusion à la RDC, le pays voisin du vôtre, la Somalie, le Soudan, enfin toutes ces guerres ou ces luttes pour le pouvoir qui font qu'il y a plein de gens sur les routes. Bien, merci Monsieur Pierre-Henri. Mais je crois que les déplacements de population sont le résultat de la faiblesse de la sécurité, sinon de l'imminence du danger qu'elle court. C'est un phénomène normal, ça se passerait partout. Maintenant, j'embrayerai sur la suite, qui est la suite de sa question, dans laquelle il me demandait si l'Afrique n'était pas devenue le terrain de confrontation de puissances étrangères ou d'une guerre froide prolongée. Lorsque l'on regarde un pays comme la RDC, c'est un pays qui, de tout temps, a suscité la convoitise d'un certain nombre de pays à travers le monde à cause de ses richesses. Je crois que c'est une chose qui est indiscutable et qui est étayée par de nombreux faits historiques et de nombreux événements qui ont marqué ce pays. Et pour moi, je ne le considère même pas comme un pays voisin, je le considère comme mon pays. Parce que vous dites bien qu'il y a un Congo-Brazzaville et un Congo-Kinshasa qui ont formé un seul Congo et qui a été divisé justement par des puissances étrangères, n'est-ce pas ? La fameuse conférence de Berlin, j'imagine. Oui, et même bien avant cela. Mon schéma à moi, ou ma réflexion, elle souhaite à ce que nous puissions dépasser ces clivages. Il y a une stratégie pour l'Afrique. Tous les grands blocs, pour venir au bloc des guerres froides, chacun de ces blocs, pour ne pas dire chacun de ces pays, a une stratégie pour l'Afrique. Mais point n'est fait mention de la stratégie de l'Afrique pour l'Afrique ou de certains pays africains pour l'Afrique elle-même.
Et je pense que c'est là le challenge que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas de penser que l'Afrique devienne ou soit la terre de règlement de comptes ou de conflits d'un bloc ou d'un autre, mais que nous puissions privilégier une Afrique qui se batte enfin pour elle-même, avec la collaboration de tous ceux qui l'aiment. Alors, l'indignation de M. Pierre-Henry, il est bien placé pour s'indigner concernant la politique actuelle européenne, même s'il s'agit simplement d'une lettre. Ce qu'ont fait les 15 États, alors la France n'a pas signé parce qu'elle a une politique encore beaucoup plus dure, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le lot, c'est quand même, comment dirais-je, ça ne va pas aller vers réconcilier les Africains entre eux, au contraire, puisqu'on demande à certains États, alors on connaît les exemples, hein, Tunisie, Égypte, Maroc, de, en gros, si vous voulez, bloquer leurs ressortissants eux-mêmes, faire le job eux-mêmes, d'une certaine façon, et on leur donne de l'argent pour ça. Pire, l'exemple le pire, évidemment, qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, c'est le Rwanda. Il n'y a pas un risque de guerre larvée, là? Écoutez, je crois qu'il faut prendre un peu de recul. Mais dans la migration, vous avez 4 parties. Vous avez le candidat à l'immigration et sa communauté, vous avez le pays de départ, vous avez le pays d'accueil, et vous avez ensuite la communauté ou l'individu une fois inséré dans le pays d'accueil. Alors, ce qui est important pour moi, c'est que lorsqu'on va parler d'externalisation, il faut analyser le point de vue de chacune de ces parties et s'assurer que cette partie obtient le bénéfice du mouvement d'immigration. Et c'est là que l'externalisation peut poser problème parce que c'est un phénomène nouveau, on en convient. Je n'ai pas d'historique ni de fait qui puisse m'aider à en donner une opinion a priori. Il faut peut-être que ces expériences, si elles sont réalisées, se fassent et que l'on voit donc comment elles se réalisent. Mais l'élément qui peut nous aider, c'est de repartir dans chacune des parties prenantes de ce schéma pour voir si le bénéfice de cette immigration est consolidé. On voit qu'au niveau des États, il y a peut-être un gain, mais qu'en est-il du candidat à l'immigration? Oui, peut-être. J'en ai pas entendu parler. Peut-être qu'un Nigérian n'aura pas envie d'aller au Rwanda s'il voulait aller en Grande-Bretagne. Écoutez, dans tous les pays du monde entier, lorsqu'il s'agit d'une immigration, c'est soit un rêve, soit une volonté de formation, soit une volonté d'apprendre au niveau universitaire, une volonté de faire un travail, une volonté de s'insérer dans une société que l'on admire, que l'on aime, même à titre temporaire ou transitoire. Donc l'externalisation ne me donne pas de réponse à ces aspects. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Voilà. Alors, ma troisième experte est également très préoccupée par l'insécurité et la recrudescence des affrontements armés entre blocs rivaux, dont vous venez de parler, ainsi que par le durcissement des politiques migratoires en Europe et dans le monde. Mais elle a choisi de vous challenger sur les bienfaits économiques des migrations avec de nombreux chiffres à l'appui. Vous allez l'entendre. On l'écoute. Bonjour, Monsieur Hervé Assamatika. Les enjeux migratoires sont devenus une question sécuritaire essentiellement dans nos pays qui rejettent ou pire, qui marchandent les réfugiés et les demandeurs d'asile. On parle de 2 millions d'euros par personne transférée du Royaume-Uni au Rwanda et l'Union européenne a payé 6 milliards d'euros à la Turquie pour qu'elle garde, je devrais dire qu'elle parque les réfugiés syriens chez elle. Et pourtant, les migrations sont un droit fondamental. Elles relèvent de valeurs humanistes et d'ouverture aux autres. C'est un enjeu de civilisation. Et bien organisées, elles sont au cœur des coopérations que les États et les continents doivent construire dans leurs propres intérêts. Ainsi, l'Union européenne a délivré chaque année 3 millions de titres de séjour dans les États membres qui font face au vieillissement de leur population et à des pénuries de main-d'œuvre. Tous les travaux scientifiques démontrent que l'immigration impacte positivement la croissance économique, notamment en soutenant l'activité dans les secteurs en tension et en favorisant l'innovation. Et elle n'a pas d'impact négatif sur les salaires ou l'emploi des travailleurs du pays d'accueil, contrairement à ce qu'on entend chez nous. Alors que 61% des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement en France, la droite et l'extrême droite ont rejeté en bloc un article de la loi immigration qui propose de créer un titre de séjour pour les métiers en tension afin de régulariser temporairement les sans-papiers concernés.
On le sait, les immigrés, notamment peu qualifiés, acceptent plus facilement des emplois faiblement rémunérés et des conditions de travail plus précaires. Ils représentent par exemple 38,8% des employés de maison, 28,4% des agents de gardiennage et de sécurité, ou encore 24,1% des ouvriers non qualifiés du bâtiment et travaux publics. Et quand ils sont qualifiés, comme aux États-Unis par exemple, dans les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, ils améliorent significativement les performances en matière d'innovation. Ainsi, ils contribuent au dépôt de brevets et à la productivité des entreprises. Ils sont également surreprésentés parmi les créateurs d'entreprises générant plusieurs milliards de bénéfices et des millions d'emplois. Louer les bénéfices économiques de long terme de l'immigration ne revient pas à la considérer uniquement sous un angle utilitariste, bien sûr. La reconnaissance des droits des travailleurs étrangers et leur intégration dans la vie sociale ne sont-elles pas essentielles à la cohésion sociale? Quelles recommandations formuleriez-vous pour promouvoir l'immigration de travail en France et en Europe et pour qu'elle redevienne un enjeu de nos coopérations avec les pays africains qui, vous le savez, comme moi malheureusement, se détournent de la France et de l'Europe? Un grand merci. Formidable cette dame. Hein. Vous ne pouvez pas rencontrer de meilleur avocat que Claude Fischer-Herzog pour défendre l'Afrique. Alors j'imagine que vous êtes 100% d'accord avec elle sur les bénéfices économiques de long terme de l'immigration. Naturellement, telle qu'elle s'est faite partout dans le monde, et je pense qu'elle a pris l'exemple des pays qui sont à la proue de l'immigration, donc le Canada, les États-Unis d'Amérique, etc., pour souligner ce que l'immigration leur a apporté, et l'immigration déjà ancienne qui venait d'Europe, mais également l'immigration nouvelle qui vient de tous les pays d'Asie, du Sud-Est, notamment pour ne pas parler du domaine scientifique, mathématique, etc. Donc je crois que c'est une chose qui est importante. Elle a mis l'accent sur le besoin de garantir à chaque être humain le droit de vivre dans le pays qu'il a choisi, ou de migrer, ou de tenter de migrer dans le pays qu'il a choisi, et ce faisant de bénéficier de la protection juridique de tous les pays sur son trajet, aussi bien dans le pays d'accueil. Parce que justement, les mesures qui sont évoquées en ce moment, et celles sur lesquelles travaillent les pays européens, soit ensemble, soit chacun de son côté, visent à un durcissement de ces mesures qui tendent vers une privation de droits ou de liberté. Qu'est-ce que vous pensez de sa proposition sur le respect renouvelé des travailleurs migrants comme nouvel enjeu de coopération entre les États? Mais en réalité, ça a toujours été un enjeu de coopération entre les États, et je n'en veux pour preuve que les relations que la France a eues avec un certain nombre de pays africains dans ce sens. Donc je crois que entre-temps, on a peut-être un peu oublié cela, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on revient au primat de l'échange, à la nécessité de coopérer. Vous avez besoin de travailleurs, votre population est vieillissante, j'ai peut-être une population un peu jeune ici, pour peu qu'elle soit formée, elle pourrait vous aider. Ce sont des échanges humains. Et je privilégie toujours, moi, ces relations humaines. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. C'est maintenant l'heure de notre rubrique de fin, avec la question qui fâche. Et vous savez que chez nous, en Afrique, puisque je me sens tellement sénégalaise, nous avons une expression pour ça. La question qui fâche, c'est le piment sur la tiquée. Pour boucler la boucle, je vais d'abord commencer par vous faire écouter l'intervention d'un sociologue. Il s'appelle Mathieu Bock-Côté, vous entendrez à son accent qu'il est canadien. Il est auteur d'un essai sur le totalitarisme sans le goulag, et il pose la question qui fâche sur le racisme anti-blanc, le seul que l'on s'interdit de nommer. On l'écoute. Le fait est que ce qu'on appelle le racisme anti-blanc est une réalité présente depuis longtemps, mais contestée depuis tout aussi longtemps. Quand il y a du racisme anti-noir, il faut le mentionner.
Il faut le dire, c'est essentiel. Il faut prendre la peine de caractériser le fait que cette communauté est victime de préjugés raciaux, d'une volonté, ça a existé, c'est le moins qu'on puisse dire, de ségrégation, une volonté d'institutionnalisation, un rapport inégalitaire. Il faut le nommer. Si on est devant du racisme anti-arabe ou du racisme anti-latino, il faut le nommer. Et on le nomme, soit dit en passant. Personne ne s'interdit de nommer. Mais le racisme anti-blanc est le seul qu'on s'interdit de nommer. Alors, votre réaction, faut-il nommer le racisme anti-blanc? Écoutez, je suis très surpris par cette question, ou même par cette évocation, parce qu'elle est citée hors contexte. S'il me parlait de racisme anti-blanc en Afrique, par exemple, où la population est majoritairement noire, à ce moment-là, on sait de quoi nous parlons. Et si vous, comme moi, Africain, vous, Africain d'adoption, moi, Africain d'origine, vous vous rendrez bien compte que c'est une question qui ne se pose pas, et certainement pas dans ces termes-là. Voyez-vous? C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question qui fâche, parce que justement, l'accueil des Blancs est extraordinaire en Afrique. Bah oui. Et il faut le souligner. Vous m'avez qualifié tout à l'heure de citoyen du monde. On ne peut pas être citoyen du monde lorsqu'on utilise ce genre de termes. Ces termes doivent être définis, ils doivent être rapportés à des situations particulières. Voyez-vous? Aujourd'hui, vous avez en face de vous un Africain, mais qui ne se considère ni blanc ni noir, il est noir de peau, et alors, c'est un point de départ, mais le reste, c'est une culture, c'est une ouverture d'esprit, c'est une adaptation à chacune des sociétés dans lesquelles j'ai vécu, et j'invite tout le monde à venir chez moi en Afrique, et je leur offrirai le meilleur accueil qui soit, avec tous les miens. Eh bien, sur ces bonnes paroles, encore 1000 merci, Monsieur Hervé Assa Matsika, d'avoir accepté d'être l'invité de mon Heure d'Afrique, et je vous souhaite un très bon retour. Merci infiniment, Madame Christine Holzbauer, et à vous et à toute votre équipe de m'avoir accordé ce temps de parole et d'échange.